Donc, vous souhaitez la bienvenue à tous au FIC Talk cet après-midi, donc dans le cadre du FIC 2022. Les sessions, vous le savez, sont enregistrées. Vous pourrez les retrouver dès la semaine prochaine sur YouTube. Et cet après-midi, donc le programme est dense et on va commencer par une présentation d'Uclusif avec Lumena Duluc qui va introduire eh bien la conférence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'Uclusif, je pense que vous connaissez cette association qui existe depuis plus de 30 ans, qui va fêter ses 30 ans à la fin de l'année et qui le fêtera dignement avec un panneau crime exceptionnel en janvier prochain. C'est pour ça que chaque année, on vous présente le FIC Talk, un petit extrait bien intéressant que Jérôme Billois va nous présenter. Alors, ce panneau crime, c'est la restitution d'un groupe de travail qui se réunit mensuellement des membres d'Uclusif. On travaille sur des sources ouvertes, ce qui nous permet d'avoir un contenu accessible à tous. On ne divulgue aucune information confidentielle. Et le travail de nos experts va pouvoir éclairer les événements cybersécurité qui se sont passés tout au long de l'année, en tirer les grandes tendances pour l'année suivante. Donc Jérôme, on avait travaillé sur un agenda assez riche. Tu vas te focaliser sur les rançongiciels et comment ça s'est passé l'année dernière, qui continue aussi cette année. On va dire que les rançongiciels ne connaissent pas la crise. Voilà, donc Jérôme, c'est à toi. Merci Lumina. Donc effectivement, là, vous voyez l'intégralité du contenu de la conférence qui a pris 3 heures au mois de janvier de cette année. Donc là, nous avons un quart d'heure. Donc effectivement, on a dû faire un certain nombre de choix et on a décidé de se focaliser sur un des sujets qui est autour de l'écosystème du rançongiciel en prenant un angle un peu humoristique, même si évidemment on est face à une menace qui est là encore la menace numéro 1 aujourd'hui, telle qu'observée par l'ensemble des membres du groupe de travail. Alors justement, on a souhaité traiter un point particulier de cet écosystème du rançongiciel, c'est la vie entrepreneuriale des rançonneurs professionnels. Parce qu'on a une vraie professionnalisation de cet écosystème qui a fait énormément de croissance l'année dernière et qui continue. Et vous savez qu'on a assisté à la construction d'un vrai écosystème, d'une vraie chaîne de valeur de l'attaque cyber. Et c'est un secteur qui a en particulier réussi sa transformation numérique. Ils ont réussi finalement à fédérer des acteurs, des spécialistes de l'accès dans les systèmes d'information, des spécialistes en intrusion, des revendeurs d'accès au botnet, également des fournisseurs d'infrastructures qui, finalement, sous manière packagée, vont pouvoir fournir des services d'hébergement, des services d'anonymisation, ce genre de choses. Et tout ça va servir à l'utilisation de plateformes de ransomware as a service dans un modèle économique qui est très proche de celui d'Apple ou de Google avec l'Apple Store ou le Play Store. Une plateforme mise à disposition, une rançon qui, une fois payée, est partagée entre la plateforme et les groupes de rançonneurs. Les groupes de rançonneurs que vous voyez ici, qui sont donc les différents affiliés et qui vont finalement eux-mêmes réaliser l'attaque. Et une fois que l'attaque est réalisée, il y a quand même un autre volet de service qui s'est créé, qui s'est professionnalisé au fil des années, c'est le blanchiment de l'argent. Blanchiment à la fois via des monnaies numériques, mais aussi via du bon vieux blanchiment, entre guillemets, physique, pour récupérer des monnaies sonnantes et trébuchantes. Donc finalement, cet écosystème, il est extrêmement complet. C'est plusieurs milliers de personnes qui sont impliquées avec des grandes plateformes. Vous les connaissez, vous en avez entendu parler, les Conti, les Revil, les Logbit, etc. Mais toutes ces plateformes, justement, on le voit aujourd'hui, vont avoir des dizaines de collaborateurs et donc se posent des problèmes finalement classiques presque de gestion d'entreprise. Alors l'écosystème, il est aussi très innovant. C'est un écosystème qui se diversifie. Les 2 grandes évolutions qu'on avait vues l'année dernière, c'est d'abord dans l'identification des victimes. On a l'habituel scan sur Internet, on a l'habituel envoi de phishing. Maintenant, ce qu'on voit quand même, c'est clairement des annonces où on va aller chercher des collaborateurs, on va leur proposer de l'argent directement, voire une commission sur le montant payé de la rançon, et on va demander tout simplement à ses collaborateurs, est-ce que vous pouvez accéder au serveur Windows de votre entreprise? Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Donc il y a un cas concret très connu qui est celui de Tesla.
Un collaborateur de Tesla avait été approché justement par un cybercriminel d'origine russe qui a été arrêté depuis. Il avait proposé 500 000 $ au collaborateur pour qu'il branche une clé USB sur un des PC professionnels. Le collaborateur a un peu hésité. Ensuite, ils lui ont proposé 1 million de dollars. Là, le collaborateur, heureusement, a été voir la police et il y a pu avoir finalement l'arrestation du rançonneur derrière. Mais il faut quand même être conscient que cette menace interne, elle risque d'aller en augmentation dans les années qui viennent. Et puis toujours pour faire payer, on voit des nouvelles méthodes d'extorsion qui sont de plus en plus couramment utilisées. On voit que les entreprises maintenant sont quand même le pied sur le frein pour payer les rançons. On a vu une diminution du taux de paiement des rançons. Et donc, on va chercher quand même à gagner de l'argent dans tous les cas quand on est un groupe de rançongiciels. Et donc, eh bien, aujourd'hui, les groupes de rançongiciels vont aller jusqu'à chercher les clients finaux pour eh bien, leur faire payer la rançon à titre individuel. Le cas le plus emblématique, c'était la clinique psychiatrique Vastamo en Finlande. Finalement, le groupe de rançongiciels avait volé l'ensemble des dossiers médicaux. La clinique ne souhaitait pas payer la rançon. Eh qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté tous les patients et ils leur demandé individuellement 200 $ pour ne pas révéler leur dossier médical sur Internet. Donc là, voilà, il y a un certain effet de levier que ces groupes ont réussi aussi à trouver. Alors ça se diversifie, malheureusement ça marche bien, mais heureusement, quelque part, ils sont quand même confrontés à un certain nombre de problèmes, des problèmes entrepreneuriaux assez sérieux et on espère qu'ils vont aller en s'augmentant. Le premier de ces problèmes, et là je pense qu'on le partage avec eux, on le partage tous, c'est des problèmes de recrutement. Et donc ils ont lancé des nouvelles stratégies de manière assez classique, en faisant vraiment de la publicité sur leur site, mais aussi dans les notes de rançon. Vous savez ce que vous allez retrouver sur les PC une fois qu'ils ont été bloqués, donc que vos collaborateurs pourront voir aussi sur leur ordinateur. Et bien finalement, on a vu apparaître si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre, rejoignez donc nos différents groupes. On voit aussi un changement pour amener plus de sécurité de l'emploi, avec un passage au salariat. Historiquement, ceux qui réalisent les attaques sont plutôt payés a posteriori, dans un pourcentage de la rançon. Et bien là, on avait donc le groupe Conti, qui a défrayé la chronique ces derniers mois, qui avait commencé à passer au salariat pour garantir un niveau de revenu aux différentes personnes qui réalisaient les attaques. Et puis, pour aussi avoir un peu pignon sur rue et finalement pouvoir lancer des campagnes de recrutement plus classiques, eh bien, on voit aussi ici le cas de cette vraie fausse société, Bastion Sécure, qui disposait d'un site web qui avait l'air tout à fait professionnel, mais qui finalement n'était qu'une coquille vide, qui visait à recruter des pentesters qui réalisaient des tests sans même souvent savoir ensuite à quoi allaient servir les tests d'intrusion qu'ils réalisaient, parce que la main était reprise par ceux qui allaient vraiment lancer l'attaque après les employés qui avaient été recrutés et qui pensaient finalement avoir un job tout à fait légitime. L'autre problème, après les problèmes de recrutement, c'est évidemment le problème de gestion des clients. Alors, ce terme est peut-être un petit peu exagéré, mais bon, vous vous souvenez tous de l'affaire Kaseya, donc on avait vu l'année dernière, avec cet effet d'amplification, où finalement une faille dans un logiciel avait permis d'attaquer une quarantaine de fournisseurs de services, mais qui ensuite, derrière, avait entraîné le chiffrement des systèmes d'information de plus d'1 millier d'entreprises. Au début, le groupe en question qui avait lancé l'attaque souhaitait finalement maximiser le revenu. Et donc, ils avaient demandé à chaque entreprise touchée, les 1000 entreprises, une rançon de l'ordre de 45 000 $. Bon, là déjà, ils n'avaient pas le temps de regarder chaque entreprise pour savoir si c'était beaucoup ou pas beaucoup pour eux. Mais finalement, ils se sont même retrouvés dépassés par le nombre de cas à gérer. Et ils ont décidé ensuite de faire un prix de gros, parce qu'ils étaient arrivés jusqu'à 1 million d'ordinateurs chiffrés. Et donc, ils avaient décidé eh bien de redescendre leurs ambitions et de demander 70 millions de $ pour libérer tous les PC en question. Bon, on le sait, hein, derrière le groupe a été démantelé, la clé a été récupérée par des moyens parallèles, on va dire, et ça a permis de restaurer la situation. Le marketing aussi. Marketing, c'est quand même un enjeu pour ces entrepreneurs. Alors là, par contre, le marketing, il est un peu en roue libre, hein. Il y a un certain nombre de groupes qui, pour se faire connaître, et en particulier le groupe Logbit, ont quand même
commencé et continué, et encore récemment, je pense que vous l'avez vu avec l'affaire Mendiant ces derniers jours, là c'était malheureusement la société Schneider qui avait été touchée, à faire des vraies fausses publications. Vous vous souvenez peut-être aussi de l'affaire du ministère de la Justice, où il y avait eu l'annonce comme quoi le ministère de la Justice avait été rançonné et qu'il y allait avoir des publications de données. Bon, il s'avère que c'était un petit cabinet d'avocats en province qui avait vu réellement des données fuitées, dont évidemment, quand on est dans un cabinet d'avocats, des données avec le logo du ministère de la Justice. Mais voilà, on voit quand même que ces groupes aussi font parfois un peu n'importe quoi sur le volet marketing. Je ne ferai aucun parallèle avec ce qu'on peut voir dans des salons professionnels sur un certain nombre de solutions de cybersécurité. Bon, c'est une blague. Après, une fois qu'on est dans cette situation avec beaucoup de personnes à faire travailler, on a aussi évidemment des conflits qui arrivent dans les équipes. Les conflits avec les affiliés, mais même des fois des propres tentatives des employeurs pour flouer leurs collaborateurs, avec la découverte finalement de portes dérobées dans le cadre de la plateforme Reveal, qui permettait aux propriétaires de la plateforme d'intercepter le moment de la négociation avec la victime, où celui qui avait réalisé l'attaque, qui commençait à négocier sa rançon, à un moment sur le chat, il croyait que l'entreprise lui répondait « Ah non, non, on ne paiera jamais, on arrête là, etc. » Non, non, pas du tout. En fait, il y avait un système de double chat. Les propriétaires de la plateforme disaient à ceux qui avaient réalisé l'attaque « On arrête la négo », mais pendant ce temps-là, eux continuaient avec la victime et au final récupéraient 100% de la rançon. Bon, vous imaginez bien que tout ça, ça a été révélé et ça a fini ou ça, au tribunal des cybercriminels, avec un système d'arbitrage qui était assez évolué et qui vit toujours sur un certain nombre de forums de cybercriminels, où on voit exactement comment est-ce qu'il faut poser son dossier, le faire finalement valider par la communauté, avec évidemment un certain nombre de choses, de définitions de termes, pour vraiment voir comment est-ce qu'on va régler les conflits, avec des systèmes de vote pour savoir quel devait être le dédommagement qui allait être payé à ces différents groupes. Et puis la plateforme avait un certain nombre de dépôts de garantie par des groupes de rançongiciels, et ces dépôts de garantie pouvaient aussi servir à régler ces conflits. Donc vous voyez jusqu'où on arrive aujourd'hui, c'est assez incroyable. Avec, je l'évoquais, des arbitrages financiers. Et finalement, la pire sentence, quasiment la peine de mort numérique, c'est la révélation de l'identité réelle des personnes qui étaient concernées par ces différentes affaires d'arnaque dans l'écosystème des cybercriminels. Autre sujet auquel on est nous aussi souvent confrontés, c'est les problèmes informatiques. Vous savez, la qualité des développements, ça reste quand même un enjeu. Et bien pour eux aussi, et heureusement, ça nous aide bien, parce qu'on peut voir l'année dernière, il y a dans la plateforme de malware Black Matter, finalement une faille dans le chiffrement qui permettait de récupérer les données sans payer la rançon. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup il y a quelques années, qu'on voyait de moins en moins. Là, voilà, encore des bugs, encore des plateformes pas assez testées. Et puis surtout, ces groupes de rançongiciels, ils ont aussi des problèmes de cybersécurité. Vous l'avez peut-être vu l'année dernière, quand finalement, le groupe Reveal a été la cible d'une opération des forces de l'ordre. Le groupe Reveal a démantelé une partie, s'est vu faire démanteler une partie de son infrastructure. Ils ont voulu se relancer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les sauvegardes. Manque de bol, les attaquants, les forces de l'ordre, étaient encore dans les sauvegardes. Et donc, dès que la plateforme a été remontée, elle a immédiatement été réattaquée par les forces de l'ordre. Donc, on voit qu'on est vraiment dans un écosystème qui est parfois victime de ses propres pratiques. Bon, malheureusement, on le voit, ça marche quand même très très bien, avec la croissance qu'on avait connue en 2021, les arrestations qui montrent finalement une vraie logique dans les montants, avec les estimations. Et puis, on a eu une analyse très intéressante, si vous voulez regarder vraiment le côté économique de ces plateformes de ransomware. C'est le Trésor américain, qui n'est pas un acteur intéressé par faire gonfler les chiffres, qui a montré finalement la somme financière que représentait cet écosystème du rançongiciel, avec 5,2 milliards qui ont été liés finalement sur les 10 dernières années avec des paiements de transactions, de blanchiment dans le cadre d'attaques ransomware. Donc voilà, on voit l'impact, l'ampleur économique que ça peut prendre. Heureusement, vous l'avez vu aussi l'année dernière, les arrestations et les actions diplomatiques se sont enchaînées. Alors c'est vrai que là, le conflit Ukraine-Russie a mis un sacré coup de frein
sur un mouvement qui était quand même lancé, qui avait été lancé à l'époque par une rencontre entre Biden et Poutine, qui a quand même été lancé très fortement aux États-Unis, où les ransomware ont été élevés au même niveau de menace que le terrorisme, avec des moyens d'action qui justement sont sortis de la sphère classique juridique, judiciaire, pour aller vers eh bien, des actions de services qui sont plus en charge de la défense et de la sécurité nationale. Donc voilà, c'était un petit extrait de ce qu'on avait pu voir l'année dernière. On a pris l'extrait qui était un petit peu humoristique pour traiter le problème d'une manière un peu différente de celle qu'on voit d'habitude. Évidemment, la menace, elle reste très forte. Évidemment, il faut se mobiliser pour la corriger. Et en parallèle, l'Occlusif continue donc son action de veille sur l'ensemble de ces menaces tout au long de l'année. On a déjà beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé sur les sujets autour évidemment de l'Ukraine et de la Russie, qui remettent complètement en cause un certain nombre d'habitudes qu'on avait, de voir des groupes finalement très séparés entre les activistes, les cybercriminels et puis les groupes plutôt étatiques. Il y avait quelques frontières entre eux, mais là on a vu une vraie hybridation. On a vu aussi arriver les concepts de cyber-résistance avec les actions que vous avez pu voir en Biélorussie en particulier par des citoyens biélorusses pour bloquer finalement ralentir quelque part le conflit. Et donc tout ça, on est en train de l'analyser au sein du groupe de travail que vous pouvez toujours rejoindre si vous le souhaitez. Il faut être adhérent Occlusif, mais après vous êtes les bienvenus dans le groupe de travail. Et donc on vous donne rendez-vous le 26 janvier de l'année prochaine pour le bilan de tout ce qu'on aura vu sur l'année 2002. Voilà, merci à tous pour votre attention et puis à bientôt.